Il n'a pas renoncé à la victoire. Que mijote Vladimir Poutine pour l'emporter face à l'Ukraine? Vous verrez que le président russe est plein de ressources. Son armée semble reprendre l'avantage sur le terrain et puis elle serait rejointe par des soldats nord-coréens. Quelle est la réaction de Volodymyr Zelensky aujourd'hui? Le président ukrainien a présenté ce matin pour la première fois et en public son plan de victoire qui se compose de 5 points et de 3 protocoles secrets. Il a notamment exclu de céder du territoire à la Russie pour mettre fin à la guerre. Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne Monde Multipolaire. Dans cette vidéo, nous allons examiner les événements les plus significatifs des 48 dernières heures et même des dernières semaines. Nous avons beaucoup de mises à jour intéressantes à couvrir, alors plongeons directement dans le vif du sujet. Pour nous soutenir, abonnez-vous, commentez et likez la vidéo. Tout d'abord, parlons de Kiev, car aujourd'hui, Zelensky va nous présenter son plan de paix où il exposera les prochaines étapes de l'Ukraine pour atteindre la victoire et restaurer les frontières de 1991. Cependant, pour être honnête, la matinée du 16 octobre, un mercredi de 2024, n'a pas été favorable pour les autorités ukrainiennes, ni pour Zelensky lui-même. En effet, un rassemblement d'une ampleur inhabituelle a lieu actuellement au centre de Kiev. Bien qu'il ne s'agisse pas de centaines de milliers de personnes, il est probablement le plus grand depuis le début de l'opération militaire spéciale. Les manifestants sont descendus dans la rue avec une question cruciale. Où sont leurs proches? Où sont leurs amis, leurs pères, frères, sœurs, mères, envoyés au front dans les directions de Pisky et de Koursk? Il y a quelques semaines, ils étaient encore en contact avec eux. Mais aujourd'hui, plus aucune nouvelle. Les manifestants se sont donc rassemblés pour demander des comptes sur la disparition de leurs proches envoyés dans ces zones de conflit. Parallèlement, les médias et experts militaires occidentaux ont publié des statistiques intéressantes aujourd'hui. Je ne prétends pas que ces chiffres sont exacts, mais nous allons les examiner car ils circulent dans les médias occidentaux. Selon ces sources, depuis le début de l'opération militaire spéciale, l'Ukraine aurait perdu jusqu'à 1 800 000 personnes, dont 780 000 seraient mortes. Ces chiffres, relayés par divers canaux Telegram et plateformes en ligne, restent à prendre avec précaution, car ils pourraient être des spéculations ou une tentative de discréditer le plan de paix de Zelensky. Nous voyons cependant les statistiques des pertes, et nous constatons aussi ce grand rassemblement à Kiev. Pour ce qui est des pertes, je fais mes propres calculs en m'appuyant sur les chiffres fournis par le ministère de la Défense de la Fédération de Russie. Selon ces données russes, depuis le début de l'opération militaire spéciale, l'Ukraine aurait perdu seulement 829 710 personnes, soit environ 2 fois moins que les estimations des experts occidentaux. Le seul plan de paix qui puisse être, c'est la compréhension par le régime de Kiev que sa politique est sans perspective et qu'il est nécessaire de se réveiller. Passons maintenant à la direction de Koursk, où les Ukrainiens subissent actuellement des pertes considérables. Selon nos informations, au cours des dernières 24 heures, les Russes ont renforcé leur position près du village d'Ulianovka, une zone jusqu'alors disputée, et ont également progressé aux abords de Pavlivka. Les sources russes ont publié une vidéo montrant des soldats russes avançant dans un village désormais déserté par les forces ukrainiennes. Le but étant d'achever les opérations de nettoyage. On peut y voir des poulets solitaires traversant les rues désertes. En nous basant sur cette vidéo, nous avons ajusté la carte, notamment en précisant la localisation des mouvements russes dans la rue. Passons maintenant à la situation du flanc nord, près de Shipilivka, où une autre vidéo russe montre la destruction d'un char Challenger 2. Ce char ukrainien a été détruit précisément dans cette zone où les journalistes russes filmaient. Nous avons donc ajusté cette partie de la carte en faveur des Russes. En ce moment, de violents combats se poursuivent dans le village de Limanivka, où les forces ukrainiennes sont encerclées. Dans une autre vidéo, on voit des forces ukrainiennes bombarder l'église, désormais sous contrôle russe. À partir de cette vidéo, nous avons également mis à jour la carte pour refléter les récents développements autour de l'église. Nous avons une autre vidéo qui a été publiée par des sources pro-ukrainiennes. Dans cette vidéo,
on peut voir un immense convoi russe se déplaçant depuis le village de Korin en direction du village nommé Lima. Il y a de nombreux épisodes et lieux où le convoi russe progressait. Sur la base de cette vidéo, nous ajusterons probablement la carte, et il est fort probable que la situation se déroule quelque part dans la partie centrale. Nous n'avons pas encore pu analyser entièrement la vidéo, mais il est probable que cela se soit produit ainsi. Peut-être que dans les prochains jours, nous ajusterons complètement la carte de Lima en faveur des Russes. Sylvie Berman, il dit « Mais votre plan de victoire, Volodymyr Zelensky, on n'en a rien à faire, il ne verra pas le jour ». On sent bien qu'il y a un regain de confiance, en tout cas. Oui, ce n'est pas étonnant, parce que pour le moment, la Russie est quand même gagnante sur le terrain, même si Koursk est toujours en partie occupée. Elle remporte un certain nombre, quand même, de villages, de localités. Donc pour le moment, Poutine, effectivement, affiche une grande confiance. Passons maintenant à la direction de Kharkiv. Hier, nous avons discuté de la situation aux alentours du village de Jova. Des rapports de sources pro-ukrainiennes indiquaient que les Russes tentaient de percer la ligne de défense ukrainienne, de franchir la frontière et d'ouvrir un nouveau front dans la région de Kharkiv. Les Russes utilisaient un grand nombre de véhicules blindés et de chars, mais ces derniers ont été détruits. Ensuite, les Russes ont réussi à concentrer des forces sur le territoire de Jova, mais ces véhicules ont été attaqués et détruits par des drones FPV ukrainiens. Il était difficile de comprendre exactement ce qui se passait, car, une fois de plus, les Ukrainiens affirmaient que les Russes tentaient de franchir la frontière. Cependant, aujourd'hui, le 16e octobre, nous avons reçu les premières confirmations de la présence ukrainienne sur le territoire de la Fédération de Russie. Une vidéo publiée par des sources russes montre les forces russes bombardant une forêt au sud-ouest du village de Jova. Cette vidéo confirme la présence ukrainienne et montre que les Ukrainiens ont entièrement capturé la forêt. Sur cette base, nous avons ajusté la carte en faveur des Ukrainiens. Les Ukrainiens ont donc réalisé un coup inattendu. Et maintenant, les Russes essayent de les repousser de cette forêt. Cependant, j'ai des doutes quant à la capacité des Russes à le faire immédiatement. Si les Ukrainiens ont pu reculer ces derniers temps un petit peu dans le Donbass, eh bien ils sont quand même plus acharnés que jamais pour, Guillaume, inventer de nouvelles armes terrifiantes sur le terrain, tels des drones dits dragons, des drones dragons. Regardez d'ailleurs à quoi ressemblent ces drones dragons. On les voit très très loin là, mais on voit bien en effet qu'il y a un drone incandescent. Voilà, leur but c'est de brûler les positions adverses avec une précision inégalée. Est-ce que c'est avec ça qu'ils font la différence, Général Richour? Non, ils ne font pas la différence avec ça. Non mais je veux dire avec d'autres drones. Ah oui. Passons à la direction de Kupiansk. De nombreux rapports nous sont parvenus et l'information la plus importante est que les autorités locales ont annoncé une évacuation complète. Dans une vidéo, on peut voir un véhicule militaire traverser la ville, équipé d'un système spécial utilisé par les Ukrainiens pour annoncer l'évacuation. Le conducteur demandait aux habitants de quitter Kupiansk le plus rapidement possible, car de violents affrontements se profilent. En effet, selon des sources pro-russes, les forces russes ont établi un contrôle total sur la zone entre Kazikov et Kakava, atteignant même physiquement la rivière. Bien que nous n'ayons pas encore reçu de confirmation définitive, des sources pro-russes très fiables affirment que ce territoire est déjà entièrement sous contrôle russe. Cela représente un désastre pour les Ukrainiens, car la bataille de Kupiansk est sur le point de commencer. Je tiens aussi à attirer votre attention sur la situation autour du village nommé Day. Nous n'avions plus parlé de ce secteur depuis probablement 2 ans. Il y a eu quelques discussions à ce sujet en 2022, peut-être au début de 2023, mais depuis, plus rien. Cependant, si l'on examine les événements depuis le début du mois d'octobre, on remarque une intensification significative de l'activité russe, avec de nombreuses attaques de drones FPV et des frappes d'artillerie. Cela me laisse penser que les Russes vont probablement tenter d'attaquer la ville de Day depuis le nord, en traversant la rivière près de Vych, pour essayer d'encercler Kupiansk depuis cette direction. Il est donc probable que cela se produise, et il ne faudra pas être surpris lorsque ces mises à jour apparaîtront sur la carte. Enfin, passons à la direction de Kremina. Nous avons complètement ajusté la carte autour du village de Kaman, en faveur des Ukrainiens. Aujourd'hui,
Nous avons reçu un nombre significatif de confirmations concernant les attaques des Russes contre le bastion situé dans la partie est de Kramatorsk avec les systèmes TR-Tolam. C'est la première preuve qui confirme la présence ukrainienne dans cette zone. Plus tard, nous avons reçu quelques vidéos supplémentaires montrant comment les Russes ont ciblé les forces ukrainiennes dans la même région. Sur la base de ces nombreuses confirmations, nous avons ajusté la carte en faveur des Ukrainiens. Il est donc probable que la vidéo montrant le drapeau russe dans la partie la plus occidentale de cette zone soit un faux. Je crois que quelqu'un sera puni pour cela. Mais maintenant, nous comprenons la véritable situation sur le terrain. Passons à la suite. Nous avons enregistré de nombreux changements, notamment des petites modifications sur le terrain dans la ville de Bakhmut au cours des dernières 24 heures. Les Russes ont réussi à améliorer leur position. Nous avons de nombreuses géolocalisations. Les sources ukrainiennes ont publié un nombre significatif de vidéos d'attaques de drones FPV ciblant les positions russes à la périphérie centrale et orientale de la ville de Bakhmut. Cela a entraîné beaucoup de changements sur le terrain et nous avons effectué des ajustements supplémentaires. Nous continuons à recevoir de nombreuses mises à jour concernant la région sud de Chervonory-Orivka. Si nous examinons les mises à jour depuis le début de la semaine, il est clair que les Russes se concentrent dans cette zone. Je rappelle qu'au cours des derniers jours, les Russes ont réussi à traverser la rivière Siversky Donets et à capturer ce territoire. Ensuite, ils ont commencé à bombarder et attaquer la partie sud de Chervonory-Orivka avec un grand nombre de systèmes Tusam-Tro, de bombes d'aviation et de frappes d'artillerie. Tous ces éléments indiquent que les Russes sont sur le point de lancer une offensive à grande échelle dans la partie sud de cette zone, avec pour objectif de vaincre complètement les forces ukrainiennes et de prendre le contrôle total de la ville. Cela devrait se produire très bientôt. Alors, attendons d'autres mises à jour de cette direction. L'Ukraine est en difficulté, vous allez nous le confirmer ou pas, Didier François, vous confirmez? Oui, on regarde notamment, alors je vous donne quelques nouvelles informations, 2 nouveaux villages sont encore tombés aujourd'hui entre les mains des Russes, vous avez le village de Nevsk et de Krasny Yar. À l'ouest, on sait aussi que Vuhledar est tombé il y a 2 semaines, et même dans la région de Koursk, on apprend que les Ukrainiens, qui avaient réussi une incursion depuis le 6 août, se mettent à reculer. Oui. En fait, les Ukrainiens ont fait l'opération de Koursk pour un peu redonner de l'air et de l'espoir à leur armée qui était fatiguée par les bombardements massifs qui grignotaient pas seulement le terrain, mais qui usaient les hommes et qui tuaient les hommes de manière massive. Si on regarde les chiffres qui ne sont pas publiés vraiment, mais les pertes ukrainiennes sont aussi très importantes. Elles sont moins importantes que les pertes russes, mais elles sont considérables pour un petit pays de 40 millions d'habitants. Ils ont fait, et aujourd'hui, donner à des jeunes Ukrainiens comme seule perspective, combattre pas à pas pour gagner 100 mètres ou préserver 100 mètres dans le Donbass, honnêtement, c'est pas une super perspective. Donc l'idée a été un peu de sauver un certain nombre de brigades en les envoyant refaire de la manœuvre du côté de Koursk et de relâcher doucement et donc les Russes en profitent et grignotent, avancent. C'est pas une percée folle, mais c'est le résultat de leur masse et de leurs obus qui finalement ont fait payer un prix en termes d'attrition, un prix trop élevé à ce stade aux Ukrainiens pour qu'ils acceptent de se faire complètement casser sur 200 ou 300 mètres dans le Donbass. Alors après, pourquoi aussi il y a Koursk? Parce que on le voit bien, l'enjeu c'est la négociation à terme, d'accord. Tout le monde sait bien que ce que disent les Occidentaux, c'est il faut que les Ukrainiens puissent négocier en position de force. Pourquoi? Parce que sinon, si la Russie a l'impression qu'on ne l'arrête pas et qu'elle peut faire ce qu'elle veut, ça va poser un problème, non pas aux États-Unis, mais aux Européens en Europe. On le verra tout à l'heure avec ce que pense le chef des renseignements allemands, mais c'est la même chose chez les Français, c'est la même chose partout. L'analyse qui est faite dans les états-majors, c'est celle-là. Donc la question, elle est comment faire pour tenir l'année qui vient. La deuxième phase, qui sera la phase 2025, sera une phase de consolidation, parce que là, pour le coup, les défenses antiaériennes doivent être musclées, c'est ce qu'a demandé Zelensky, et c'est ce qui est en train d'être fait. Les avions vont arriver. La France, par exemple, donnera une vingtaine de Mirage 2000 qui seront opérationnels au deuxième semestre, à la fin du premier semestre 2025. Passons maintenant à la direction de Bakhmut, où nous avons beaucoup d'informations intéressantes. Il y a des combats très intenses et une situation difficile pour les Ukrainiens dans la ville de Soledar. Les Russes poursuivent leurs manœuvres d'encerclement, et aujourd'hui, des cartographes pro-ukrainiens ont également confirmé que les Russes avaient contourné la ville de Soledar par le sud. Nous avons reçu ces mises à jour au cours des jours précédents, mais les sources pro-ukrainiennes les ont confirmées seulement aujourd'hui.
elles ont également confirmé que les Russes avaient réussi à établir un contrôle total sur le village de Semihiria. Nous n'avons rien reçu concernant Kharkov et Kurakov. En outre, nous avons reçu des informations supplémentaires sur le terrain selon des sources pro-russes concernant la ligne entre le village de Bakhmutske et la ville de Vladar. Selon ces sources, les Russes ont considérablement amélioré leur position et contrôlent actuellement tout ce qui se trouve à l'intérieur de cette ligne rouge. Actuellement, la distance entre les positions russes dans la ville et les lignes d'arbres à l'ouest de Bakhmutske est déjà inférieure à 2 km. La bataille pour le village est sur le point de commencer. De plus, des rapports indiquent que les Ukrainiens tentent de renforcer leur position en construisant des tranchées supplémentaires. Mais il est évident qu'ils ont perdu trop de temps et ne seront pas en mesure de terminer leurs préparatifs à temps. Les combats vont commencer très bientôt. Si les Ukrainiens perdent Binka, un grand vide se créera dans leur défense et tout pourrait s'effondrer rapidement. En ce qui concerne la direction de Zaporizhia, des sources pro-ukrainiennes ont confirmé des progrès supplémentaires sur le terrain. Je rappelle que différents cartographes avaient déjà ajusté leurs cartes en faveur des Russes hier et avant-hier. Ainsi donc, c'est tout pour ce rapport de guerre. Nous encourageons le monde multipolaire juste et n'encourageons aucune forme de violence. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous à notre chaîne, mettez un j'aime, bientôt notre Patreon et Telegram seront sur pied. Passez une excellente journée.